Chers internautes, bonjour. Mon nom est Simon-Pierre Savard-Tremblay, je suis président de Génération Nationale. Pour en savoir plus sur nous, je vous invite à visiter notre site internet au www.génération-nationale.org. Je veux tout d'abord vous souhaiter une excellente fête nationale. Nous sommes présentement en juin 2013. 2013 marque le 50e anniversaire de la Commission Laurendeau-Dunton. Depuis la Commission Laurendeau-Dunton, le Québec et le Canada ont traversé de très nombreuses étapes historiques d'envergure. Pour revenir sur ces années, pour en faire un bilan adéquat, on rencontre aujourd'hui l'historien Frédéric Bastien. Donc pour visionner et écouter notre entrevue avec Frédéric Bastien, c'est à l'instant. Alors Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, donc, 2013, comme nous le disions tout à l'heure dans notre introduction, 2013 marque le 50e anniversaire de la Commission Laurendeau-Dunton. Un événement sans doute que vous avez étudié en tant qu'historien, vous qui vous êtes beaucoup intéressé à la place du Québec, notamment vos deux premiers livres ont porté sur les relations France-Québec. Donc tout ça venait un petit peu du même mouvement, du même état d'esprit, de la même effervescence qui était celle de la Révolution tranquille, qui était le développement de l'État québécois et le développement de l'État québécois en tant que réel État-nation. Donc, pourriez-vous revenir un peu sur les circonstances qui ont mené à la création de cette commission? La commission Laurendeau-Dunton est un geste qui est posé par le gouvernement fédéral, le gouvernement de Lester Pearson, devant la montée du nationalisme québécois, on devrait dire du néo-nationalisme, c'est donc un nouveau courant nationaliste qui venait en quelque sorte renouveler le nationalisme traditionnel et dont la préoccupation majeure était le retard économique des Canadiens français. Pourquoi est-ce que les Canadiens français étaient vraiment parmi les différents groupes au Québec qui habitaient au Québec? Comment ça se fait qu'ils étaient vraiment au bas de la pyramide sociale et au niveau des revenus, etc. Et donc, ces gens-là disaient, voilà, on est minoritaire dans le Canada, le gouvernement fédéral ne s'est pas intéressé à la situation des Canadiens français, on est un peuple qui était jadis cultivateur, on est en train d'être prolétarisé, on vit dans un monde très anglo-saxon au niveau de la technique, etc. La minorité anglophone du Québec domine l'économie, etc. Et donc, l'idée était que c'était le gouvernement du Québec, la seule institution qui était contrôlée par les Canadiens français et qui pouvait faire en sorte d'avancer, de faire progresser, je devrais dire, les Québécois francophones, dont le retard était la préoccupation principale. Alors, c'est la trame de fond. Et donc, le gouvernement québécois se met à poser un certain nombre de gestes, à l'époque de Jean Lesage, qui est élu en 1960, visant à faire avancer les Québécois francophones, à revendiquer pour le gouvernement du Québec, pour l'État québécois, un statut particulier, puisque c'est le seul gouvernement qui représente les Canadiens français et qui peut vraiment les faire progresser. Donc, à partir de là, c'est la réaction du fédéral qui se met en branle et Lester Pearson décide de créer cette commission royale d'enquête sur le biculturalisme et le bilinguisme pour justement voir quel est le problème au niveau des relations entre les deux peuples fondateurs. Et donc, c'est le point de départ de cette commission d'enquête qui va travailler pendant plusieurs années, qui commence ses travaux sous Lester Pearson et qui va remettre son rapport final sous le gouvernement Trudeau. Mais on peut présumer de rien, mais possiblement que sans le décès d'André Laurendeau, peut-être la direction générale du rapport aurait-elle été différente? Bien évidemment, on n'aura jamais réponse à cette question, mais ce qu'on doit retenir de cette commission, ou ce qu'on peut retenir, on peut retenir plusieurs choses, mais d'abord, je dirais qu'il
il fallait donc redresser la situation. Il y avait un sentiment d'aliénation des Canadiens français qui étaient très peu représentés à Ottawa dans la fonction publique. Leur place avait régressé dans les années 60 par rapport à ce qu'ils avaient déjà occupé dans les années 40 ou 30 même. Alors donc, il y avait un sentiment, donc un fossé qui existait. Et les deux commissaires, donc M. Dunton et M. Laurendeau, avaient l'idée de mettre en place un système de bilinguisme qui était, je dirais, fondé en partie sur la territorialité. C'est quoi la territorialité? C'est qu'ils posaient à la base la prémisse suivante, ou ils se fondaient sur la prémisse suivante. Le pays est bilingue, non pas parce que tout le monde parle deux langues, mais bien parce que certaines régions du pays parlent une langue et dans une autre région, on parle une autre langue. Donc on est très loin de ce que Trudeau a mis en place par la suite, comme bilinguisme. Oui, c'est ça. Alors on a un modèle qui n'est pas, je dirais, totalement territorial, dans le sens où, par exemple, en Suisse, si vous êtes dans la zone alémanique, vous ne pouvez pas avoir des écoles françaises payées par le gouvernement, vous ne pouvez pas avoir droit de vous faire servir en français au bureau de poste, vous n'avez pas le droit de communiquer avec les chemins de fer fédéraux en français, c'est même interdit. Et même chose quand vous êtes dans la zone italienne ou dans la zone francophone. Mais alors ça, c'est un régime territorial qui est là-bas mis en place d'une façon très, très stricte. Donc l'idée de la commission Laurendeau-Dunton, c'était de tenir compte de la territorialité avec certains aménagements. Certains aménagements. Donc, certains aménagements pour les francophones hors Québec et pour la minorité anglophone du Québec, mais l'idée de territoire était présente. Et là, Trudeau va, justement, bon, il va arriver au pouvoir en 68, Laurendeau va décéder, et Trudeau n'est pas satisfait de cette conception du rapport, et il y a une autre, donc cette idée de territorialité qu'il va mettre de côté, je vais y revenir. Mais il y a une autre chose de laquelle il n'est pas satisfait. La Commission avait proposé de faire, au niveau du gouvernement fédéral, des unités administratives francophones et des unités administratives anglophones. L'idée était que, pour que le gouvernement fédéral fonctionne, on n'a pas besoin que tout le monde soit bilingue, et pour que les francophones puissent travailler dans leur langue, eh bien, il faudrait qu'il y ait des unités administratives où l'on parle le français et d'autres unités où on parle l'anglais. Évidemment, en haut de la pyramide, à un moment donné, ça va être... Les gens vont se parler dans les deux langues, les hauts responsables, etc. Mais on n'avait pas besoin que ce soit bilingue partout, dans tout l'appareil fédéral. Un peu comme dans l'armée, en fait. Si vous prenez le modèle de l'armée, il y a des régiments francophones et il y a des régiments anglophones. Et donc, vous pouvez servir en français si vous êtes un soldat du Royal 22e. Ça se passe, tout se passe en français. Et même si vous êtes un anglophone et que vous êtes dans le Royal 22e, vous êtes là parce que vous voulez parler français. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y avait cette idée où on aurait des, voilà, des unités administratives qui seraient francophones ou anglophones. Alors, Trudeau n'aimait pas du tout cette idée. Pour lui, c'est une espèce de principe de séparatisme, en quelque sorte. Et donc, il a voulu mettre l'accent sur la bilinguisation des services fédéraux, mais sans aucun attachement administratif à un groupe qui serait francophone ou un groupe administratif, une division administrative qui serait anglophone. Tout ça serait mélangé. On aurait un méli-mélo bilingue, n'est-ce pas, dans l'administration fédérale, et tout le monde travaillerait en deux langues. Alors évidemment, ça n'a absolument pas fonctionné, bien évidemment. Et le résultat a été qu'on a embauché beaucoup de francophones qui parlaient anglais, qui étaient bilingues. Alors le nombre de francophones a effectivement beaucoup augmenté dans l'administration fédérale, mais tout le monde travaille en anglais, dans la grande majorité des cas, avec parfois un peu de français ici et là. Pourquoi? Parce que, justement, si tout le monde parle deux langues, ça devient superfétatoire, une langue qui est inutile, et par conséquent, tout le monde va passer à l'anglais, parce que de toute façon, il y a toujours des anglophones qui ne parlent pas français, et finalement, la langue de travail,
c'est l'anglais. Je me souviendrai toujours d'un ami qui travaille à Ottawa dans le service fédéral, et à un moment donné, il fait sa présentation en anglais, il se met à parler en français ensuite, et il dit et là j'ai couru mon 400 km lors du marathon, et il lance une phrase vraiment complètement rocambolesque, qui n'a aucun rapport avec le sujet discuté, et là il n'y a personne qui réagit, c'est parce que personne vraiment comprend ce qu'il dit, sauf son chef qui dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, une anecdote qui en dit long sur le fait que tout ça a fait en sorte que oui, il y a des francophones qui travaillent au gouvernement fédéral, mais dans la plupart des cas, ils ne travaillent pas en français. Donc, en ayant rejeté cette partie du rapport de Lorando-Dunton, je pense que l'effet pervers a été que finalement, on ne peut pas travailler en français au gouvernement fédéral. C'est très difficile, à moins de travailler à l'ambassade du Canada à Paris ou dans certaines unités administratives. Dans les faits, ça n'a jamais vraiment fonctionné en français, ni même de façon vraiment bilingue. Bon. Deuxième chose que Trudeau a fait par rapport au rapport Lorando-Dunton, toute la question de la territorialité, qui encore là était une territorialité, un bilinguisme territorial très, très souple. Voilà, on n'était pas dans le modèle belge ou le modèle suisse, mais c'était déjà trop pour M. Trudeau, qui, pour lui, ça renvoyait l'idée d'un Québec français et du reste du Canada anglais, et par conséquent une vision dualiste du Canada, et M. Trudeau disait toujours « le dualisme divise », et donc il n'était pas question de permettre à cette idée d'un bilinguisme incarné dans des réalités territoriales du pays de se mettre en place. Donc tout ça est tombé parce que M. Trudeau l'a mis de côté, et à la place, il a essayé de mettre en place un bilinguisme qu'il aurait voulu le plus intégral possible, c'est-à-dire que dans le plus grand nombre d'endroits possibles au Canada, tout le monde parle anglais et français, de sorte à ce que tout le monde puisse vivre soit en anglais ou en français. De sorte que un Tremblay du Lac-Saint-Jean puisse vivre comme il le souhaitait, c'est-à-dire puisse vivre en français à Calgary, par exemple. Parce qu'il y aurait des écoles françaises à Calgary, des services en français, le bureau de poste en français, et il y aurait plein de gens qui parlaient français à Calgary, aidés par des cours d'immersion, enfin, à tout le moins une génération montante, et tout ça allait faire en sorte qu'on allait vivre dans un beau pays bilingue, partout, et les Québécois, les Canadiens français, arrêteraient d'avoir un sentiment d'appartenance au Québec. Il s'agissait, au fond, de détacher les Canadiens français du territoire québécois, un peu de les faire voir ce qu'il y avait ailleurs et de leur dire, voilà, vous pouvez vivre en français partout au Canada, si vous le souhaitez. Ce qui était complètement utopique. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que même M. Trudeau, en vivant à Ottawa une grande partie de sa vie et en y ayant élevé en partie ses enfants dans la ville d'Ottawa, M. Trudeau lui-même, quand il était en présence de M. Lévesque, il était un peu honteux du fait que ses enfants parlaient très mal français. Alors, ils parlaient mal français à l'époque où ils étaient jeunes à Ottawa, où ils étaient très anglophones, et c'est à sa retraite, son départ de la vie politique, quand il est revenu au Québec, il les a envoyés au collège Brébeuf, et c'est là vraiment que ses enfants ont vraiment, et en habitant à Montréal, ont récupéré leur français, si on peut dire ça comme ça. Donc, M. Trudeau, qui est actuellement chef, aurait vécu le parcours que vous venez de décrire. Ben, ce qui est paradoxal, c'est que le beau rêve bilingue du Canada de M. Trudeau, pour transmettre le français à ses enfants, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à Montréal et il les a envoyés au collège Brébeuf. Et même la ville d'Ottawa, où il y a quand même une présence francophone relativement minoritaire, mais quand même qui est quand même importante, et la proximité avec le Québec, même dans une ville comme Ottawa, il y a quand même une vie francophone, minoritaire certes, mais très réelle, qui n'est pas artificielle, etc., qui n'est pas celle de Calgary ou de Vancouver, c'est ce que je veux dire. Et donc, même lui a senti le besoin
d'enraciner ses enfants dans la langue française en revenant au Québec. Alors donc, son rêve était très utopique et n'a pas fonctionné de façon pas très surprenante. Ça n'a pas fonctionné. Mais outre justement la question du bilinguisme, le rapport Laurendeau-Dunton, la commission s'est penchée beaucoup sur la question du biculturalisme. Donc, on était très marqué à l'époque par l'idée qu'il y avait une dualité nationale, qu'il y avait deux peuples fondateurs au Canada. Est-ce que c'est une idée qui, en quelque sorte, en réémergeant avec cette commission-là, est-ce qu'elle a ouvert la voie à ce qui a été appelé le French Power? Et paradoxalement, le French Power étant l'arrivée d'une clique, celle des Trois Colombes, qui paradoxalement ne croit pas en l'idée de dualité nationale. Ben, là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce que vous venez de mentionner. Au Canada anglais, l'idée d'un pays dualiste, la vision des peuples fondateurs, et même en y incluant les Autochtones comme peuple fondateur, n'est pas une idée qui passait très bien dans les années 60, et on ne parle pas d'avant. Dans la conception traditionnelle du Canada, par les Canadiens anglais, le Canada est un pays britannique avec une province bilingue, le Québec, où on tolère, dans la province de Québec, on tolère le français. C'est ça à quoi M. Harper semble vouloir revenir d'ailleurs aujourd'hui. Non, M. Harper, même M. Harper veut renouer avec l'héritage britannique, là, oui, d'une certaine façon, mais M. Harper ne voit pas le Canada comme un pays britannique avec une province bilingue. Mais ce que je veux dire, c'est donc cette vision-là faisait pas beaucoup de place à l'idée des Canadiens français comme étant un peuple fondateur. Dans les années 60, il y a eu une ouverture avec Lester Pearson pour voir les Québécois comme un peuple fondateur, en disant le Québec est une nation dans la nation. M. Pearson avait employé cette expression. Il y avait du côté des conservateurs fédéraux aussi une idée à l'ouverture du Québec comme un peuple ou une communauté particulière à l'intérieur du Canada. Donc cette idée-là était... il y avait une certaine ouverture, mais M. Trudeau était très opposé à ça et il y avait d'autres opposants aussi. Et donc M. Trudeau a rallié assez rapidement les opposants à cette idée. Et l'idée que le Québec puisse être reconnu comme peuple fondateur, par exemple, dans la Constitution, rapidement a été une idée fortement rejetée par la grande majorité des Canadiens anglais. Au niveau des élites, des dirigeants politiques et de l'opinion publique. Et donc, l'idée dans la commission Laurendeau-Dunton du biculturalisme a été contestée dès le départ par, justement, en raison de ce courant-là, vision dualiste du Canada. Et parmi ceux qui l'ont contesté, il y avait des Ukrainiens qui n'étaient pas très contents et qui disaient, nous les Ukrainiens, les Ukraino-Canadiens, nous aussi, nous avons contribué à bâtir ce pays, blablabla. Et donc, de là est née l'idée du multiculturalisme. Donc, pour M. Trudeau, évidemment, les Québécois n'étaient pas un peuple, l'idée du biculturalisme était une fausse prémisse, et l'idée du biculturalisme, pardon, était une mauvaise prémisse, et il fallait donc trouver autre chose, et cette autre chose a été le multiculturalisme. Et ça aussi, ça a été justement un détournement même carrément pas un détournement, mais Trudeau a vraiment mis la hache dans la partie biculturalisme du rapport Laurendeau-Dunton. Et il est arrivé en 1971 avec le multiculturalisme en disant il n'y a pas de culture d'État au Canada, il n'y a pas de culture officielle, c'est ce qu'il voulait dire en fait, c'est ce qu'il a dit. Et donc, il n'y a pas de biculturalisme par conséquent, parce que de toute façon, il n'y a pas de culture officielle. En réalité, il y a le multiculturalisme. Nous sommes tous des immigrants, il y a différentes communautés qui cohabitent, et c'est ça le Canada. Donc, c'est une façon de s'opposer au Canada des deux nations. Et donc, ça aussi, ça a été un détournement
des conclusions de la commission Lorando-Dunton. Donc l'idée de vouloir bâtir une identité fondée sur les idéaux de la charte qui, elle, a été enchâssée suite au rapatriement de la Constitution. D'ailleurs, pouvez-vous revenir un petit peu sur l'établissement du principe du multiculturalisme d'État, parce que je sais évidemment que vous connaissez bien l'historique du rapatriement de la Constitution, vous venez de sortir un livre sur la question. Pourriez-vous revenir un peu sur cet épisode? Oui, alors, disons que le multiculturalisme naît en 1971. Et on crée un secrétariat au multiculturalisme et on encourage les immigrants à garder leur culture et on leur donne un peu d'argent pour le faire. Ensuite, en 1976, le PQ prend le pouvoir, fait la loi 101 et en 80 perd le référendum sur la souveraineté d'association. Et donc là, il y a le rapatriement de la Constitution qui suit immédiatement cet événement. Durant les négociations, les groupes, les communautés culturelles, encore les Ukrainiens, reviennent à la charge et disent nous, dans la Constitution, on doit être reconnus, pas nous, Ukrainiens, mais les communautés culturelles. Et donc, on doit avoir une clause qui fait référence au multiculturalisme. Trudeau avait mis ça dans le préambule de la Constitution. Ça avait fait un immense débat au Québec, incluant les libéraux provinciaux qui avaient dénoncé les propositions de M. Trudeau. Et par conséquent, il s'est avéré que ça a été retiré, Trudeau a battu en retraite, et finalement, c'est faire une histoire courte, c'est revenu plus tard au cours des négociations à l'hiver 81, et finalement, ça s'est retrouvé dans la Charte des droits et libertés, dans la proposition de Charte des droits et libertés. Et ça va devenir l'article 27, qui dit que la Charte doit être interprétée en tenant compte de l'héritage multiculturel des Canadiens. Alors, qu'est-ce que ça a signifié dans les faits, cette disposition? Mais ça dit, en gros, ça a signifié que les Canadiens d'autres origines peuvent vivre au Canada comme s'ils étaient encore dans leur pays de départ. Alors, ça a été ça la conséquence du multiculturalisme dans la Constitution. Et le but, c'était donc de nier, encore une fois, la réalité des peuples fondateurs, la réalité d'un Québec distinct. Et ça s'ajoutait à l'idée du bilinguisme qui était proclamée à travers aussi la Charte canadienne des droits et libertés pour rendre le pays plus uniforme et toujours détacher les Québécois de leur appartenance au Québec. Et M. Trudeau était d'autant plus ressentait de façon d'autant plus urgente l'idée d'enchasser le bilinguisme dans la Charte des droits et dans la Constitution parce que la loi 101 avait été votée. Et donc, la loi 101 restreignait l'accès à l'école anglaise au Québec. M. Trudeau était très frustré de ça. Et il voulait rouvrir l'école anglaise au Québec au plus grand nombre de gens possible. Et en même temps, forcer les provinces anglophones à mettre sur pied des écoles françaises. Et il ne pouvait pas le faire parce que l'éducation est une compétence exclusive des provinces. Par conséquent, il a inventé des nouveaux droits, le droit fondamental à l'école anglaise au Québec, le droit fondamental d'aller à l'école française au Yukon. Il a dit ça, c'est des droits humains fondamentaux, ça va dans une charte des droits. Hein, il y avait des dispositions linguistiques dans la Constitution de 1867, mais c'était des articles normaux, si on peut dire, des dispositions constitutionnelles normales de la loi fondamentale qui disaient au Parlement, le français, l'anglais, on force de loi, etc. Il y avait des choses qui disaient ça. Mais ce n'était pas des droits fondamentaux. C'est un compromis qu'on fait entre deux peuples fondateurs pour le respect des langues. Mais ça n'a pas la même portée que si on dit c'est un droit humain fondamental. Là, ça devient un absolu. Et M. Trudeau voulait mettre les provinces opposées à lui sur la défensive en disant « Si vous êtes contre ma charte, vous êtes contre les droits fondamentaux. » Et d'ailleurs, Jean Chrétien, qui était à l'époque le ministre de la Justice, au cours de ces négociations, en rajoutait souvent avec son style bagarreur, puis il disait « Si vous vous attaquez là, aux orphelins et aux veuves, là, vous allez en manger une belle. » Donc, il était vraiment... c'était très facile pour eux d'utiliser une rhétorique qui était assez efficace.
pour culpabiliser l'adversaire et dire, voilà, donc vous êtes contre les droits, c'est terrible, vous êtes contre les droits. Nous, on est les défenseurs de la veuve et de l'orphelin, etc. Alors que le but, c'était d'invalider la loi 101. C'est une grosse manœuvre pour maquiller ce qui était le but réel de l'opération. Ensuite, après le coup de force des libéraux, Brian Mulroney est élu en promettant la réintégration du Québec dans la famille constitutionnelle canadienne. Pourriez-vous revenir là-dessus? Oui, alors donc, M. Mulroney, qui veut d'abord prendre des sièges au Québec, qui, après, avec un peu de recul, est mal à l'aise avec ce qui s'est passé en 1982, même si au départ, il était favorable. Donc, il a un peu évolué sur cette question-là. Il se dit c'est quand même dommage ce qui s'est passé et souhaite donc réintégrer le Québec dans le giron constitutionnel canadien. Et il remporte une très grande victoire, c'est un balayage, notamment au Québec où les conservateurs font une très très grande percée, ce qui est assez exceptionnel. Et donc, fort de cet appui, ensuite du retour au pouvoir de Robert Bourassa en 1985 au Québec, il y a cette entente du Lac-Meech qui est signée, il y a 5 conditions. Bon, sans entrer dans les détails, disons que le Québec serait reconnu comme une société distincte, il récupérerait un droit de veto qu'il a perdu en 1982, et il y a un certain nombre de choses qui lui sont concédées. Et donc, cet accord va assez rapidement susciter de l'opposition au Canada anglais dans l'opinion parce qu'il reconnaît le Québec comme société distincte. Donc, pour beaucoup d'opposants, c'est une formule qui n'utilise pas le mot de peuple fondateur, mais qui veut dire la même chose. Et donc, ça passe très mal au niveau de ça. Plusieurs dans le Canada anglais disent que la Charte des droits va être possiblement remise en question par cette clause qui reconnaît le Québec comme une société distincte. Il y avait même, c'était vraiment à un moment donné, c'est devenu très très tordu. Il y avait des féministes canadiennes-anglaises qui disaient c'est terrible, on va obliger les femmes québécoises à avoir plusieurs enfants, ne pourront plus, on va les forcer à quitter leur travail et rester à la maison. Il y en avait un groupe qui s'était enchaîné dans les tribunes parlementaires à Queen's Park, dans la législature ontarienne à Toronto, lorsque l'Ontario avait ratifié l'entente du Lac-Meech, qui devait être ratifiée par les assemblées législatives de toutes les provinces, ainsi que par le Parlement fédéral. Et donc, ça rendait le processus assez lourd. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des attaques qui étaient complètement de mauvaise foi, par exemple celle des féministes, contre l'entente du Lac-Meech, alors que les féministes québécois se disaient ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Et donc, l'accord a vraiment... plus le temps passait, il y avait un délai de 3 ans pour pouvoir signer cette entente et avoir les 10 provinces. Plus le temps passait, plus la résistance se manifestait. Et il y avait, en juin 1990, à la veille de la mort de l'entente, qui est morte, si je me souviens bien, autour du 22 ou 23 juin, je crois, 1990, il y avait une forte opposition dans le Canada anglais. Il y a donc 2 provinces qui ont refusé de le ratifier ultimement, Terre-Neuve et le Manitoba. Mais c'était quand même le sentiment général de la grande majorité de la population canadienne-anglaise. Ce n'était que 2 provinces, mais ça reflétait un courant qui était très fort dans le Canada anglais. Et donc cet accord s'est terminé, est mort de sa belle mort le 23 juin 1990. Et ensuite, une version édulcorée, qu'on a appelée l'accord de Charlottetown, a aussi échoué, mais cette fois-ci par voie référendaire. Oui, alors là, M. Mulroney a tenté de diluer un peu son entente du Lac-Meech, tenté d'accommoder les opposants. Il y a eu toutes sortes de compromis. Ça a été un travail vraiment de rapiessage constitutionnel qui n'a pas donné des résultats très, très heureux. Et là, finalement, il y avait, par exemple, au Québec, il y avait autant les fédéralistes à la Trudeau que les souverainistes qui étaient opposés à l'entente, pour des raisons évidemment très, très différentes. Mais bref, et là, il y avait un référendum national qui s'est tenu, et finalement, ça n'a pas passé. Donc, ça a été la fin des grandes négociations constitutionnelles au Canada avec la mort de l'entente de Charlottetown en 1992.
Puis ensuite, donc, c'est l'élection très forte du Bloc québécois au Québec en 93 avec Lucien Bouchard. L'élection du Parti québécois avec Jacques Parizeau en 94. Le référendum en 95. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les fédéraux font un effort cette fois-ci pour accommoder davantage le Québec? Parce qu'on se souvient qu'au cours du référendum de 95, contrairement à celui de 80, Ottawa ne promet rien au Québec, substantiellement. Donc, quelle est la suite des choses dans les années qui suivront le verdict référendum? Ben, en fait, on ne peut pas dire qu'Ottawa... D'abord, en 80, Ottawa, M. Trudeau avait fait des promesses de changement sans les préciser. Il avait fait des promesses de renouveau constitutionnel, mais il n'avait pas... Il avait sciemment été vague. Et en 95, M. Chrétien s'est aussi engagé à faire des changements. Ce qu'il avait en tête, c'était par exemple, de donner un veto au Québec. Et donc de redonner un veto au Québec. Et je pense que M. Chrétien, s'il avait eu un appui provincial plus fort, je pense qu'il aurait essayé de faire une réforme constitutionnelle pour accommoder un peu, à tout le moins, les Québécois. Mais il a assez rapidement vu que, malgré le fait que les résultats du référendum avaient été assez serrés, il n'y avait pas d'appui, par exemple, du premier ministre ontarien pour se lancer dans une négociation constitutionnelle, par exemple, pour redonner un veto au Québec ou pour le reconnaître comme société distincte. Alors, par conséquent, il ne s'est pas lancé là-dedans. Il a fait une loi fédérale qui dit que le Québec a un veto, tout comme, si je me souviens bien, l'Ontario et les régions des Maritimes et de l'Ouest. Mais ce n'est pas constitutionnalisé. Ça veut dire que demain matin, une nouvelle majorité à la Chambre des communes, les conservateurs, s'ils voulaient se débarrasser de cette loi, pourraient le faire sans problème. Donc, ça n'a pas un caractère de protection très fort. Ça, c'est le premier point. M. Chrétien a aussi fait reconnaître le Québec comme société distincte dans une motion parlementaire déposée à la Chambre des communes, mais ça, c'est une reconnaissance symbolique. Donc, il y a eu des petits gestes, mais c'est vraiment très, très petit, c'est minuscule. Mais bon, on ne peut pas nier qu'il n'y avait pas une volonté. Ça, on ne peut pas nier ça. On a tendance à l'oublier parce que de l'autre côté, M. Chrétien avait aussi, donc il y avait un peu la carotte, mais il y avait le bâton. Et là, le bâton, ça, c'était un peu plus visible que la carotte. Un plus gros bâton que sa carotte. Donc, une petite carotte et un gros bâton. Le gros bâton, ça a pris la forme suivante. Le gouvernement fédéral a demandé à la Cour suprême de se prononcer sur la validité du processus référendaire, quel serait le genre de majorité nécessaire pour que le Québec puisse exercer son droit de retrait un droit de retrait du Canada, se sépare du Canada, quel serait le genre de questions, etc. Et donc, a demandé l'avis de la Cour suprême, est-ce que le gouvernement fédéral doit négocier, etc. Et la Cour suprême a rendu un avis, plus ou moins en disant que non, le Québec ne pouvait pas se séparer à 50% plus 1, ça prenait une question claire, que le Parlement fédéral avait un droit de veto sur tout ça, etc. Donc, en mettant des embûches et pour empêcher, ou à tout le moins restreindre de façon assez forte la capacité des Québécois de tenir un nouveau référendum. Et donc, à partir de ça, le gouvernement a fait de cet avis de la Cour suprême, tous les juges sont nommés par le gouvernement fédéral en passant à la Cour suprême. Donc, la Cour suprême a donné au gouvernement fédéral ce qu'il souhaitait. Elle lui a donné ce qu'il souhaitait, grosso modo. Et le gouvernement fédéral a fait la loi sur la clarté qui dit que, voilà, un peu qui met dans une forme légale l'opinion juridique qu'avait émise la Cour suprême, l'avis juridique qu'avait émis la Cour suprême, et qui donc dit, voilà, on a un droit de regard sur la question, 50% plus 1, c'est pas suffisant, etc., etc. Donc le bâton de M. Chrétien était beaucoup plus gros que la carotte qu'il a mise sur la table.
Parce qu'il me semble que la loi sur la clarté s'insère dans un plan de riposte d'envergure qu'on a appelé le plan B, qui constituait ou qui impliquait également la récupération des surplus que les provinces avaient pu obtenir, les surplus budgétaires, par les tours de force de Paul Martin. Aussi, l'opération diplomatique quand M. Bouchard allait à l'étranger, qu'il était invité à assister aux investitures des nouveaux présidents, c'est arrivé au Mexique notamment, mais qu'à cause des ambassades du Canada, il apprenait à la dernière minute qu'il ne pourrait y assister. Et aussi l'opération propagande, on se souvient des minutes du patrimoine, et du fameux programme des commandites. Oui, il y a eu aussi oui, le fameux programme des commandites. C'est un peu une vision infantile. On voit les Québécois comme des gens infantiles. Et on va les infantiliser davantage avec ce programme des commandites. Pour M. Chrétien, la seule raison qui explique que les Québécois ont voté oui à 49,4%, hein, donc ce qui veut dire une majorité de francophones de l'ordre de 60%, c'est que c'est pas qu'ils sont vraiment insatisfaits du Canada, c'est pas qu'ils sont insatisfaits du rapatriement unilatéral de la Constitution, c'est juste une question de communication. Le gouvernement fédéral n'a pas été assez présent, n'a pas fait la promotion du pays, et par conséquent, on va agiter devant les Québécois des drapeaux du Canada, un peu comme un hochet devant un enfant, hein, et donc les Québécois vont comprendre que le Canada c'est très beau, très bien, et ils vont changer d'idée. Alors c'est ça l'idée du programme des commandites, c'est qu'on va donner à des firmes publicitaires le mandat de placarder la province, de drapeau du Canada, d'organiser des campagnes de publicité, de promotion, de commandites pour mettre en valeur le Canada, le drapeau, le gouvernement canadien, etc., etc. Le problème, c'est que tout ça va être fait dans l'urgence et par conséquent, il va y avoir des firmes de relations publiques, de publicité proches du Parti libéral, parfois même des proches de Jean Chrétien, des amis personnels, qui vont en profiter pour se remplir les poches en facturant 2-3 fois les mêmes services au gouvernement fédéral ou en facturant des prix exorbitants, bref, en fraudant le gouvernement fédéral, mais voyant qu'il y avait un sentiment d'urgence, que les vannes étaient ouvertes et que donc il suffisait on pouvait ramasser facilement des contrats très alléchants pour étant donné qu'à Ottawa, on n'était pas très regardant sur les règles normales qui doivent être suivies dans ce genre de choses-là, etc. Et donc, il y a eu toutes sortes d'abus qui ont finalement, et lorsque tout ça est devenu public, peu à peu devenu public, et il y a eu une commission d'enquête publique, Gomery éventuellement, qui a été mise en place, tout ça a créé un immense scandale. Qui a en bonne partie contribué à la défaite du Parti libéral en 2006, d'ailleurs. Oui, voilà, ça a contribué à la défaite du Parti libéral en 2006. Et je dirais aussi que ça a contribué à son éradication au Québec. Une des raisons pour laquelle les libéraux sont rendus si bas au Québec, c'est une série d'événements, mais il y a le rapatriement unilatéral de la Constitution, il y a l'opposition au lac Meach, et il y a le scandale des commandites, donc la Sainte Trinité libérale, là, les grands faits d'armes du Parti libéral du Canada au Québec. Ces trois faits-là ont fait en sorte qu'aujourd'hui, les libéraux, au moment où on tourne cet entretien, les libéraux en sont réduits à 6 sièges. Donc, ils ont payé le prix très lourd pour toute cette dérive, d'abord au Québec, mais aussi dans le reste du Canada, il faut le dire. Mais à ce moment-là, justement, lors de la défaite des libéraux, où les conservateurs de Stephen Harper arrivent au pouvoir, on promet un fédéralisme d'ouverture aux Québécois. On promet notamment un siège à l'UNESCO qui finalement n'aurait été qu'un siège au sein de la délégation canadienne. On promet aussi de mettre fin au déséquilibre fiscal. Quel est le bilan du fédéralisme d'ouverture de Stephen Harper? Stephen Harper, dans les premières années de son arrivée, dans ses premières années au pouvoir, je pense qu'on peut dire qu'il y avait une réelle ouverture face au Québec, l'idée de faire une plus grande place au Québec au sein de l'UNESCO.
peut-être on peut juger ça un peu décevant, le compromis qui a été trouvé au final, mais l'idée était là, indéniablement. Et sur la question justement du déséquilibre fiscal, là, les conservateurs ont bougé. On ne peut pas nier que les conservateurs ont remis beaucoup d'argent aux provinces. Et les conservateurs ont aussi réduit le taux de la taxe sur les produits et services, donc de 7% à 5%, ce qui a permis au Québec de hausser sa propre taxe de vente. Ils ont libéré en quelque sorte l'assiette fiscale. Et donc, là-dessus, vraiment, on ne peut pas nier que les conservateurs ont fait quelque chose pour les provinces, incluant le Québec, en leur donnant des bases financières meilleures et en réduisant la taille du gouvernement fédéral. Ça, c'est complètement indéniable. Malheureusement, M. Harper, je pense, malheureusement pour lui, n'a pas bien vendu ses réalisations au Québec. Avait peut-être pas une équipe extrêmement compétente autour de lui au niveau des Québécois pour mettre de l'avant un certain nombre de réalisations, de gestes d'ouverture, dont celui-là est le principal, je dirais. Et donc, ça n'a pas eu les résultats escomptés du point de vue des conservateurs. Et donc, après un certain temps, les conservateurs ont vu qu'ils stagnaient au Québec à 10 députés. Après ça, ils sont passés à 5. Et ils se sont dit, bon, ben, finalement, c'était une erreur de courtiser les Québécois. Et donc, là, on fait comme s'ils n'existaient pas, ni plus ni moins, là, ou très peu. Et donc, là, le Québec est totalement absent du radar des Québécois. Le Québec est absent du radar des conservateurs. Et leur parti au Québec en paye le prix. Malheureusement, je pense, à la fois pour le Québec et malheureusement pour Stephen Harper. Je pense qu'il y avait là une occasion de lancer des ponts. Il y avait des points communs. Je prends un exemple. M. Harper s'est souvent prononcé contre le multiculturalisme, a souvent été très critique de l'héritage de M. Trudeau avant qu'il arrive au pouvoir. Mais malheureusement, une fois au pouvoir, il a été, peut-être en raison de la popularité de cette idée au Canada anglais, il s'est un peu éloigné de ça, du moins dans le discours, et même dans notre discours est devenu en principe favorable au multiculturalisme. Et là-dessus, il y avait des points en commun avec une vision québécoise du Canada où le multiculturalisme, justement, est vu comme quelque chose qui n'est pas une bonne chose, dont il faudrait se débarrasser, ou à tout le moins, il faudrait en réduire l'importance, etc. Et il y aurait pu avoir des terrains d'entente possibles entre la base de M. Harper dans l'Ouest, qui rejette l'héritage Trudeau, et le Québec, il le rejette aussi en partie. Mais malheureusement, je pense que ça a été une occasion manquée de la part des conservateurs. Parce qu'on a l'impression que c'est davantage un problème de régime, le régime canadien, qui repose par définition, je dirais même comme toute démocratie, sur le rapport entre majorité et minorité. Ben, moi je dirais que M. Harper, s'il avait voulu, il aurait pu faire des choses plus significatives envers, comment dirais-je, s'il avait mieux joué ses cartes, il y avait des bonnes cartes à jouer, il aurait pu essayer d'établir des ponts. Vous savez, au fédéral, il y a presque toujours un parti qui tente de faire le pont entre les deux solitudes. Traditionnellement, d'abord, ce parti a été les conservateurs de Johnny MacDonald. Après la pendaison de Viriel et après surtout la Première Guerre mondiale et la crise de la conscription, les conservateurs ont été complètement disqualifiés au Québec. Ils avaient déjà perdu, à l'époque de la Première Guerre, perdu beaucoup d'allant. Et ce sont donc les libéraux, durant la grande majorité du 20e siècle, qui ont joué ce rôle de parti qui tente de jeter des ponts entre le Québec et le reste du Canada. Et les libéraux, à certains moments, ont très bien joué ce rôle. Par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, le premier ministre Mackenzie King a fait en sorte que la crise de la conscription de la Deuxième Guerre mondiale a été beaucoup moins
violente, beaucoup moins grave, et a manœuvré de façon à ce que les susceptibilités du Québec et a réussi à ménager la chèvre et le chou pour finalement essayer de garder tout le monde le plus heureux possible dans des circonstances extrêmement dramatiques. Arrive M. Trudeau, et là, le Parti libéral s'est complètement éloigné de ce rôle-là, et c'est les conservateurs qui ont repris ce rôle, le conservateur de Mulroney. Ensuite arrive le Bloc, qui empêche maintenant, qui occupe la majorité du paysage québécois, et les conservateurs de M. Harper auraient pu tenter d'être le parti à nouveau, comme Mulroney avait fait, qui tente de jeter des ponts entre le Québec et le Canada anglais, incarné dans une coalition où il y a des appuis importants au Québec et des appuis dans le reste du Canada. Malheureusement, cette occasion n'a pas été poursuivie. M. Harper n'a pas bien poursuivi cette chance-là, ou enfin, n'a pas joué cette carte-là correctement, n'a pas mis assez d'efforts, et bon, bref, ça ne s'est pas réalisé. Et aujourd'hui, c'est le NPD qui joue ce rôle-là. Et c'est le NPD qui a hérité, en quelque sorte, par défaut, de ce rôle du parti qui tente de jeter des ponts entre les solitudes. Et donc, est-ce que le NPD réussira à poursuivre sur cette lancée? Est-ce qu'il se rendra jusqu'au pouvoir grâce à l'appui substantiel qu'il a au Québec et en essayant d'avoir des appuis relativement bons ou suffisamment bons dans le reste du Canada pour pouvoir prendre le pouvoir? Bon, tout ça est à voir, mais aujourd'hui, c'est devenu le NPD qui joue ce rôle de parti rassembleur des deux communautés. Dans l'ensemble des étapes, dans le parcours historique qu'on vient de revoir, les fédéralistes québécois qui se sont dit autonomistes très longtemps, on a l'impression que les conditions qu'ils mettaient quant à leur adhésion au Canada se sont constamment abaissées et amoindries. On a l'impression qu'autrefois on réclamait rien de moins que égalité ou indépendance, ensuite statut spécial ou indépendance, si bien qu'à un moment donné on en est venu, à mesure que le Canada montrait qu'il ne se réformait pas, à ne plus rien exiger du tout. Et aujourd'hui on voit Philippe Couillard comme chef des fédéralistes québécois retourner à la posture pré-révolution tranquille et carrément prôner une adhésion totalement enthousiaste à l'ensemble canadien. Avez-vous l'impression que le seuil de rupture s'est constamment amoindri chez eux? Ben, c'est sûr qu'en ce moment, du côté du Parti libéral du Québec, il n'y a aucun désir de renouer avec le dossier. Enfin, je devrais dire, il y a très peu de désir de renouer avec le dossier constitutionnel. M. Couillard en a parlé. D'une certaine façon, c'est à son honneur de ne pas faire semblant qu'il s'agit d'une fausse question. Alors là, il a fait une déclaration peu de temps après, enfin, je pense, si je me souviens bien, c'était durant la course au leadership du Parti libéral du Québec, où il a dit qu'il faudra régler cette question. Ça a été interprété comme étant une volonté de signer la Constitution sans condition. Est-ce que c'était vraiment ça qu'il a voulu dire? Ça reste à voir. Toujours est-il que, enfin, je ne veux pas me faire de publicité, mais lorsque mon livre est apparu, M. Couillard est revenu sur ce qu'il avait déclaré en faisant des commentaires sur mon livre, et au moment de la déclaration unanime de l'Assemblée nationale qui réclamait un accès aux archives du rapatriement de la Constitution pour qu'on puisse savoir la vérité, notamment le rôle exact de la Cour suprême, des juges de la Cour suprême dans toute cette affaire. Mais bref, M. Couillard a dit, nous, on veut signer la Constitution, mais on veut la signer pour qu'elle fonctionne mieux. On a des choses à faire valoir, et donc on est dans cette perspective-là, une perspective fédéraliste. Et donc, c'était non seulement une perspective de fédéralisme, mais une perspective de fédéraliste renouvelée, si on comprend bien ce qu'il nous a dit, puisqu'il a dit on a des choses à faire valoir, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement des mots qu'il a employés, mais c'est ce que ça voulait dire. Alors, mais là, il n'a pas été plus loin. Il n'a pas dit voici ce que nous voudrions, voici les conditions de notre adhésion, etc. Alors donc, là, on est dans le flou, et à mon avis,
tant et aussi longtemps que le Parti québécois ne parlera pas de la question constitutionnelle, les libéraux vont rester dans le flou. Alors, ils ne vont pas eux-mêmes amener cette question-là sur la table. Alors là, on est dans une situation où la question constitutionnelle va demeurer, risque de demeurer, le parent pauvre du débat politique au Québec, puisque les souverainistes ne veulent pas parler de ça. Alors, on attend le grand soir qui est toujours repoussé à une date plus lointaine, et les libéraux fédéraux qui disent on ne parle pas de cette question-là parce que cette question-là n'est pas urgente, etc., etc. Le fruit n'est pas mûr pour faire valoir nos revendications, et aussi on repose ça au calendrier grec. Donc il y a deux partis qui, respectivement, remettent leur option au calendrier grec, et donc cette question-là, dans cette perspective-là, ne va absolument pas se régler à court terme, à moyen terme, voire même à long terme. Donc là-dessus, les deux partis, et je devrais dire aussi la CAQ également, de la même façon que les libéraux, cette question-là est une fausse question, etc. Donc la question de l'appartenance du Québec au Canada, du statut que le Québec doit avoir, va pas être avancée par aucun des partis en présence. Donc, en conclusion, il faudrait l'aborder de front, cette question-là. Le Canada, aujourd'hui, semble bien loin du projet initial de la commission Laurendeau-Danton, et l'indépendance est tout sauf un projet loufoque dans le contexte de 2013. Non, je pense que l'indépendance, c'est un projet extrêmement légitime, tout comme le fédéralisme renouvelé, il faut bien le dire. Mais là, on est dans une situation un peu absurde, où non, peut-être pas absurde, mais paradoxale, ou on devrait dire peut-être malsaine, c'est peut-être le meilleur mot que je puisse employer, où les deux partis ont en principe des revendications. Le PQ veut l'indépendance, les libéraux veulent le fédéralisme renouvelé. On suppose que François Legault aussi voudrait probablement une forme de fédéralisme renouvelé, mais aucun de ces partis ne fait aucun geste, ne pose aucun geste, ne fait en sorte que le débat porte sur la question nationale. Alors, par conséquent, qu'on soit en faveur du fédéralisme renouvelé ou qu'on soit en faveur de l'indépendance, pour que ces deux questions, pour que ces deux objectifs-là deviennent possibles, ou qu'on choisisse entre l'un des deux, enfin, bref, il faut qu'on parle de la question nationale, il faut qu'on parle de la question constitutionnelle. Si on n'en parle pas, et s'il n'y a pas d'enjeux qui sont débattus par rapport à ça, bien évidemment, tout ça, ça reste des projets pour la semaine des 4 jeudis. C'est ce qui termine très bien cet entretien. Frédéric Bastien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite également une excellente fête nationale. Merci.